Nous sommes Françoise Clairet et Émilie Martin. Nous sommes orthophonistes et auteurs de matériel de rééducation et nous sommes également les auteurs de la méthode d'apprentissage de lecture par et au décodage, ainsi que de 2 ouvrages qui s'intitulent « Accompagner les élèves différents » et « Repérer et accompagner les élèves atypiques » qui sont tous 2 publiés aux éditions Hachette. Alors aujourd'hui, on va vous parler donc des troubles du spectre autistique. Ce sont des troubles neurodéveloppementaux qui se manifestent dès la petite enfance. Ils se caractérisent par une perturbation du développement cognitif et affectif, avec un retentissement important sur le fonctionnement adaptatif scolaire, social, familial de l'enfant. Ils affectent en premier lieu la communication et les interactions avec les autres et gênent donc souvent les relations sociales. Donc, après avoir présenté les troubles du spectre autistique, nous aborderons la façon dont on peut mettre en place des aides aux apprentissages et des aménagements. Et donc, à la fin de cet exposé, on aura un petit temps pour répondre à vos questions. Voilà, donc on va commencer par définir les troubles du spectre autistique. Donc, ils ne résultent pas d'un déficit intellectuel, mais ils y sont quand même fréquemment associés. Et les manifestations sont très diverses parce qu'ils ne s'expriment pas forcément avec la même intensité. C'est pourquoi on parle de troubles du spectre autistique. Il n'y a pas un autisme qui est identique chez tout le monde, car ceci recouvre une réalité qui est très hétérogène. Donc ainsi, on peut avoir une variation de l'intensité du trouble autistique, une variation des compétences cognitives, et puis à ces différents troubles s'ajoutent les différences interindividuelles présentes chez tous, avec l'influence du contexte familial, la richesse des stimulations, la qualité aussi de la prise en charge qui est mise en place. Et à cela peuvent s'ajouter aussi des troubles autres comme les troubles 10 avec une dyslexie, une dysphasie, etc. Donc, les troubles sont en général définis par la triade autistique, dans laquelle on retrouve une altération de la communication et des interactions sociales, des comportements restreints et répétitifs, et puis des particularités sensorielles. Donc, concernant le déficit de communication et d'interaction sociale, on a des difficultés relationnelles qui se manifestent de différentes façons. Les enfants autistes peuvent présenter un déficit de la réciprocité sociale ou émotionnelle, du fait d'un défaut d'acquisition de la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la capacité qui nous permet d'avoir à l'esprit ce que peut imaginer l'autre, ce qu'il peut penser, avec les éléments qu'il a, etc. Donc, ils ont des difficultés importantes à imaginer ce que peut penser l'autre et ce qu'il peut éprouver. Ils peuvent alors se retrouver en grande difficulté et ne pas avoir un comportement adapté parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre à la place de l'autre. Ils ont également des difficultés pour interpréter ou utiliser toutes les informations paraverbales du type hochement de tête, gestes du corps, qui donnent aussi des informations. Et là aussi, ils ne sauront pas forcément réagir de façon adaptée. Un déficit de comportement de communication non verbale avec des enfants qui ont beaucoup de mal à établir un contact visuel, à regarder dans les yeux ou à maintenir le regard. Cela gênera forcément la relation avec les autres. Et puis, on retrouve également un déficit de compréhension des relations. Ils ne comprennent pas bien les relations, les règles qui régissent les relations sociales. Et donc, ils peuvent être très gênés pour établir des relations avec d'autres personnes parce qu'ils ne savent pas comment adapter leur comportement ou comment initier et maintenir l'échange. Ainsi, il peut être paralysant pour eux de ne pas savoir s'il faut dire bonjour ou salut, s'il faut serrer la main ou embrasser quelqu'un. Et du coup, ils vont rester comme ça un peu englués là-dedans sans savoir quoi faire. Ils vont également avoir du mal à mettre en place les attitudes qui conviennent pour entretenir une relation avec quelqu'un, prendre des nouvelles, envoyer des messages, aller le voir, etc. On trouve également des comportements restreints et répétitifs. Donc, on va avoir des enfants qui vont passer l'essentiel de leur temps à faire tourner la roue d'une voiture, à allumer et éteindre un interrupteur, à regarder le tambour de la machine à laver qui tourne. Ils aiment également toutes les activités de transvasement et toutes les situations où ils peuvent agiter des objets devant leurs yeux. On nomme toutes ces activités des stéréotypies. Ce sont des activités qui peuvent également concerner les mouvements du corps et se manifester alors par des balancements ou l'agitation des bras et des mains, comme le flapping par exemple. On retrouve également souvent une intolérance au changement qui entraîne un fort besoin de routine.
ils ont besoin de mettre en place des rituels au moment du coucher, du lever ou pour les repas, par exemple. Ils peuvent être déroutés s'il faut changer d'itinéraire. Ils aiment les alignements d'objets toujours identiques. Toutes ces situations de routine ont pour fonction de maintenir un cadre rassurant dans un contexte souvent anxiogène. Et puis, on retrouve également une focalisation permanente sur un objet spécifique qu'on appelle intérêt restreint. Donc, les enfants autistes font preuve souvent d'intérêt restreint pour un seul sujet. C'est une passion qui est souvent peu commune, comme connaître toutes les planètes ou tous les horaires de bus d'une ville, et ils y consacrent une énergie et un temps démesurés. Ils ont également des particularités sensorielles. Donc, on peut trouver une hyposensorialité. Donc, les canaux sensoriels ne sont pas assez ouverts et donc trop peu de stimulation sont perçues. Dans ce cas, ils sont souvent en recherche de stimulation. Ils peuvent se balancer, renifler, agiter des jouets sonores, regarder les lumières pour stimuler leurs sensations. Ils peuvent même aussi s'automutiler pour stimuler la sphère tactile. Ou alors, on peut trouver une hypersensorialité. Là, les canaux sensoriels sont trop ouverts. Il y a trop de stimulations sensorielles qui sont perçues. Et alors, ils cherchent à se protéger. Et ils doivent se boucher les oreilles, se protéger les yeux, se déshabiller pour éviter le contact désagréable des vêtements sur la peau. Je suis désolée. Ouais, il y a un micro qui est ouvert et du coup, on entend derrière ma voix en double. Oui. Est-ce que tout le monde peut vérifier si son micro est bien fermé, s'il vous plaît? J'arrive pas à voir, moi. Je l'ai désactivé, je pense que c'est bon. D'accord, merci. Donc, je continue. Et donc, on a présenté l'hyposensorialité et l'hypersensorialité. Eh bien, elles peuvent en fait coexister chez une même personne et pour un même sens. Ainsi, un autiste peut ne pas supporter la fréquence de certains bruits, fonctionner en hyper, se boucher les oreilles et tout ça, alors qu'il est peu réactif à la fréquence de la voix et fonctionner alors en hypo. On lui parle, mais il ne réagit pas. Pourtant, il nous entend. Toutes ces particularités sensorielles, elles entraînent souvent des comportements qui sont considérés comme déviants. Certains enfants peuvent par exemple casser un objet bruyant de peur qu'il reproduise le bruit douloureux. Toujours au niveau sensoriel, ils ont souvent une sensibilité visuelle qui est focalisée sur le détail. Ils ont une perception parcellaire parce qu'en fait, ils fixent leur regard sur un élément sans s'en détacher. Ça entraîne des difficultés à reconnaître une personne, par exemple, si elle a changé un détail de son apparence. Donc, au lieu de regarder le visage dans son intégralité, ils vont regarder, là, que le front. Et donc, si on change de coiffure ou si ils regardaient nos oreilles avec les boucles d'oreilles, si on change de boucle d'oreille, ils peuvent ne pas nous reconnaître. Et puis, ils ont aussi une sensibilité olfactive qui peut être exacerbée. Et certains ont une perception très forte des odeurs, au point qu'ils peuvent même utiliser ce sens pour identifier une personne. Moi, j'avais un jeune qui, si on changeait de parfum, était vraiment très perturbé. Il a qui s'était approché de moi là, pour savoir si c'était toi. Elle m'avait reniflé là, comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc, une sensibilité gustative aussi surstimulée. Donc, certains recherchent des sensations au niveau de la bouche et s'auto-stimulent. Ils mettent alors des objets à la bouche et mangent des objets incongrus, du savon par exemple. Et à l'inverse, ils peuvent aussi avoir de forts réflexes nauséeux ou des difficultés à déglutir. Et ça entraîne une sélectivité alimentaire qui a des répercussions importantes dans la vie quotidienne, bien sûr. Donc, ça peut être des refus alimentaires assez fréquents, un nombre limité d'aliments à accepter. Ils aiment que les chips, les pâtes et le gruyère. Voilà. Une consommation excessive ou bien insuffisante d'aliments. Une forte réticence à goûter de nouveaux aliments. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle les troubles de l'oralité. Donc, c'est présent chez des personnes qui ne sont pas autistes, mais c'est quand même assez fréquent dans le cas du spectre de l'autisme. Et donc, cette sélectivité, elle a des répercussions dans le rapport à la nourriture et ces enfants peuvent aussi refuser de cuisiner, de toucher les aliments. Enfin, la sélectivité alimentaire, elle est aussi fréquemment corrélée aux routines et aux stéréotypies. En effet, certains ne vont accepter qu'une marque de yaourt, par exemple, et vont vouloir manger toujours à la même heure, à la même place ou devant le même dessin animé. Et pour finir, au niveau sensoriel, ils peuvent avoir un système thermoalgique qui est perturbé. Donc chez certains, c'est la régulation de la perception de la chaleur qui est altérée.
On peut voir par exemple des enfants qui n'identifient pas qu'ils ont trop chaud et ils restent couverts. Ou alors, à contrario, ils sortent en hiver en t-shirt. Et donc, dans le système thermoalgique, donc on a la température et la douleur. Donc, la perception de la douleur, elle peut aussi être altérée. L'enfant ressent un inconfort, mais il a du mal à l'identifier. Il ne peut pas dire qu'il a mal et peut laisser une blessure s'infecter, ou alors il ne peut pas clairement dire où il a mal. Récemment, j'ai vu une adulte qui expliquait que il y a un moment, elle se sentait mal et elle avait l'impression d'avoir froid. Et finalement, la télé était trop forte. Et quand elle a baissé le son, la sensation avait disparu. Mais elle, le premier truc qu'elle s'est dit, c'est j'ai froid, alors que le désagrément était d'origine auditive. Alors, les conséquences des troubles du spectre autistique sont nombreuses. Dans les apprentissages, les difficultés rencontrées peuvent s'apparenter à celles que nous avons décrites dans le cadre du syndrome dysexécutif. En effet, ces élèves peuvent avoir des difficultés pour identifier et exécuter chacune des étapes nécessaires à la résolution d'un problème, mais aussi pour initier une tâche ou s'adapter à une nouvelle tâche, pour faire des choix, pour planifier, pour s'organiser, pour inhiber les distracteurs. Toutes ces difficultés rendent la scolarisation compliquée au niveau des apprentissages comme au niveau des relations. Et concernant toutes ces difficultés dysexécutives qui s'apparentent au syndrome dysexécutif, vous retrouverez plus d'informations dans la conférence qui est dédiée au syndrome dysexécutif. Mais là, on va avoir donc des élèves qui vont avoir du mal à généraliser une connaissance ou un apprentissage. Donc, un élève peut avoir acquis une compétence chez lui et ne pas pouvoir la mettre en œuvre en classe. Il sera capable chez lui de compter ses 5 dinosaures, ou même bien au-delà si c'est sa passion, mais incapable à l'école de compter 5 billes dans un exercice. Et cela peut occasionner beaucoup de quiproquos entre les familles et les enseignants, parce que chacun va avoir une perception différente des compétences de l'élève. Ah bah ouais, mais il compte jusqu'à 360. Ah oui, mais en classe, il compte que jusqu'à 5. On considère qu'une compétence est acquise quand on peut la mettre en œuvre dans 3 lieux différents, avec 3 personnes différentes et 3 supports différents. On va avoir aussi des élèves qui vont avoir du mal à comprendre des informations implicites. L'élève ne sait pas toujours ce qu'on attend de lui et cela l'angoisse. Cette situation peut occasionner des comportements inadaptés ou provoquer une inhibition qui maintient l'élève dans une attitude passive. Il a alors du mal à entrer dans la tâche pour commencer un travail. Et puis, ils peuvent avoir également du mal à passer à l'écrit pour 3 raisons différentes. D'abord, certains élèves autistes font preuve de capacités hors normes et apprennent à lire via la reconnaissance globale et la voie lexicale, mais ils ne savent pas décoder. Alors, ils n'arrivent pas à lire ou transcrire des mots inconnus. D'autres peuvent avoir des difficultés de motricité fine et cela peut entraîner une dysgraphie qui nécessite de mettre en place précocement l'outil informatique. D'autres ont un déficit en théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à prendre en compte ce que l'autre sait et ne sait pas et ce qu'ils doivent donner comme information, ce qui rend la production d'écrit très difficile. Et puis, ils vont avoir du mal à maintenir leur attention dans un but donné. Parfois, les distracteurs sensoriels liés à l'hypersensibilité envahissent toutes les capacités de l'attention de l'élève et entravent complètement la disponibilité. Alors, l'élève va avoir du mal à inhiber les informations ou les stimuli qui ne sont pas pertinents et à maintenir son attention jusqu'à la fin des exercices. Et puis, dans la posture d'élève et les relations avec les autres, on va également avoir des difficultés parce qu'en raison de leur manque d'habileté sociale, ils ont beaucoup de mal à adopter le comportement attendu en classe. Cela fait parfois l'objet d'un apprentissage méthodique et ils peuvent avoir besoin de verbaliser à haute voix les interdits. Un élève, dans une même journée, on ne s'en rend pas compte, mais parce que tout le monde a en général la capacité à passer d'une situation à l'autre, mais prend des postures différentes. Il ne se comporte pas de la même façon en classe lors d'un travail individuel, lors d'un travail en groupe, en sport, en récréation, à la cantine et avec les différents interlocuteurs qu'il a. Pour un élève qui ne dispose ni de la flexibilité mentale nécessaire pour s'adapter, ni de la connaissance des comportements à adopter dans chaque situation, cela est très complexe. Alors du coup, on va s'interroger sur les aides aux apprentissages que l'on peut mettre en place. Accueillir un enfant autiste dans sa classe, ça peut être difficile, en particulier quand il a des hypersensibilités qui sont importantes et qui ont des répercussions au niveau du comportement. Donc afin de préparer au mieux cette scolarisation, ce qui est important en amont, c'est d'échanger avec la famille, avec les intervenants, pour connaître les particularités de cet enfant. Ça permet de l'accueillir dès les premiers jours dans le contexte le plus favorable pour qu'il ait envie de venir.
même si ce sera nécessaire peut-être d'apporter des ajustements au cours de l'année. Et donc, ces élèves, en général, ils ont de bonnes compétences visuelles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut bien mémoriser. Ils ont des bonnes compétences visuelles et on va pouvoir s'appuyer plutôt sur ce versant-là pour aborder les apprentissages et pour leur donner des informations, que ce soit au niveau des apprentissages, mais aussi pour le comportement. Alors, donc on va voir un petit peu plus dans le détail. Donc pour les apprentissages, ça va être important de prendre le temps de généraliser les apprentissages. Comme on le disait tout à l'heure, la généralisation, elle est complexe. Donc pour ça, on va varier les supports, les lieux, les modalités de réalisation d'une tâche pour qu'ils puissent utiliser leurs compétences dans différentes situations. Et puis aussi, on va contextualiser au maximum les acquisitions pour favoriser le réinvestissement dans la vie quotidienne. Par exemple, pour l'apprentissage du geste pour attacher un bouton, on va plutôt proposer à l'enfant de s'exercer au moment opportun que de l'utiliser sur un support avec un vêtement, vous savez, collé sur un carton et tout ça, comme on peut faire pour entraîner. Là, pour les enfants dont on parle aujourd'hui, c'est pas l'idéal parce que peut-être qu'il saura faire sur ce support-là, mais il ne pourra pas le transposer sur lui. Et c'est quand même le plus important, c'est qu'il puisse attacher son manteau ou sa chemise et pas sur l'exercice. Donc, on va vraiment s'entraîner dans le quotidien. Un autre exemple, pour aider à l'apprentissage du langage écrit, on peut favoriser les situations dans lesquelles la lecture elle permet de faire quelque chose, que ce soit apparier une image à un mot, compléter un dessin en suivant des consignes ou suivre une recette de cuisine. Alors, la question, juste si on varie les supports, est-ce qu'on ne casse pas la routine en le mettant en difficulté ? La difficulté, elle est là, c'est-à-dire qu'il faut maintenir suffisamment les routines pour pas être dans une situation trop anxiogène, mais il faut aussi s'efforcer de ne pas les enfermer dans les routines et faire varier. On en parlera un petit peu après, oui, je pense, on en parle un peu après. On reprendra après, mais faut faire varier un paramètre à la fois, voilà. En fait. C'est ça l'enjeu, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Voilà, alors donc pour aider à l'apprentissage du geste graphique, qui est souvent difficile, on peut mettre en place des aides physiques qui consistent en fait à effectuer le geste en main sur main avec l'élève, puis on va estomper au fur et à mesure cette aide progressivement. On peut aussi apporter des aides kinesthésiques, donc plus au niveau sensoriel, qui consistent à proposer les tracés simples et les tracés des lettres sur un support rugueux, type les lettres de Montessori, ou bien de tracer les lettres dans du sable, dans un pochoir, ou de suivre un modèle en relief. Et puis, on peut apporter aussi des aides visuelles en proposant un modèle, par exemple, et aussi en ajoutant des indices pour bien se repérer dans les lignes et sur la feuille, comme pour les élèves dyspraxiques. Donc là, on vous a montré un exemple de feuille que fournit Serpodil, mais on en trouve ailleurs, avec le code couleur. Donc, on a la terre, c'est là où on écrit, les petites lettres vont jusqu'à l'herbe, les grandes lettres jusqu'au ciel, et les lettres qui descendent, c'est le feu, la ligne de feu. Voilà. Et donc, on retrouve les couleurs aussi pour se repérer dans l'espace de la feuille. Alors, pour aider à la réalisation des exercices, il est important d'adapter la présentation pour qu'ils s'y retrouvent aisément. L'idéal, c'est vraiment de proposer un exercice qu'ils puissent comprendre visuellement sans avoir besoin de consignes. On l'a dit, le support visuel, c'est vraiment la voie privilégiée. Donc, ils doivent aussi voir la fin de l'exercice pour rester motivés jusqu'au bout et limiter l'incertitude quant à la fin de cette tâche qui peut provoquer de l'anxiété ou même une crise. Il est important également de donner des repères précis, soit en proposant un exemple abouti, soit en initiant l'exercice avec l'élève. Voici par exemple un exercice adapté tel que vous le trouverez en téléchargement dans notre ouvrage, avec en haut l'exercice initial et en bas l'exercice aménagé. Donc, il s'agit de souligner les verbes des phrases et puis de les réécrire au présent. Tel que nous l'avons aménagé. Voilà, on a prévu le rond pour qu'ils puissent cocher, par exemple. Des petits items à cocher au fur et à mesure qui font un peu renforçateur là, pour avancer. Et le premier item qui est souligné. Voilà, avec la consigne qui est faite. Pour aider à l'organisation, on va donner des informations en amont pour permettre à l'élève d'anticiper et de s'organiser pour réaliser plusieurs exercices à la suite. On peut proposer un emploi du temps concret, donc avec des boîtes qui présentent les exercices réels à réaliser lorsque l'enfant ne comprend pas les emplois du temps visuels.
Donc, on va avoir à gauche les boîtes avec les exercices à faire. On va avoir, je ne sais plus combien il y en a, 3 sur la photo, je crois. Hop, l'élève prend une boîte, fait l'exercice, et puis à droite, il peut mettre sa boîte avec l'exercice fait. Et comme ça décrémente un petit peu, comme on peut le faire sur un emploi du temps visuel, les exercices à réaliser au fur et à mesure. Donc comme ça, voilà, en visuel avec des pictogrammes ou des photos, on peut avoir les activités de la journée ou même les exercices de la session de travail. Là, donc là, on a l'emploi du temps visuel avec des mots écrits à gauche et puis à droite avec des pictos. Et puis, on a décrémenté au fur et à mesure, voilà, là, toutes les activités qui ont déjà été réalisées. Et puis, on peut se repérer comme ça pour voir où on en est dans la journée. C'est ça, et puis du coup, on peut imaginer que par exemple en mathématiques, il y aura du travail sur fichier, une petite activité sur ordinateur, je sais pas, et puis un coloriage magique en mathématiques. S'il y a 3 exercices à faire ou 3 activités, bah, on peut imaginer qu'à l'intérieur, on aura un autre emploi du temps avec les activités à réaliser au sein d'une session de travail, quoi. Parce que pour certains, l'emploi du temps de la journée va pas être suffisant. Donc, on va créer des emplois du temps pour chaque petite session de travail, par exemple entre 2 récréations. Et donc, en réutilisant le système des boîtes, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, en mathématiques, tiens, tu as tes 3 boîtes là, 3 activités. Alors, pour faciliter l'expression, donc certains ont besoin de moyens de communication adaptés. On les met en place en rééducation. Voilà, là, on vous les présente, mais l'objectif, ce n'est pas que vous leur enseignez ces outils. Et donc, ces moyens de communication, ils peuvent être alternatifs, donc ils vont remplacer le langage oral quand il n'est pas acquis, ou bien augmentatifs, ça va permettre de compléter le langage oral quand il n'est pas suffisant. Donc, il peut s'agir de l'apprentissage précoce du langage écrit. Même si les difficultés de langage oral sont importantes, pour certains, le langage écrit permet de visualiser, de construire et d'organiser le langage. Il y a même des enfants autistes qui ne parlent, enfants adultes, qui ne parlent que par écrit, et qui n'oralisent pas. Donc, il faut tester. On peut aussi utiliser des gestes comme ceux du Makaton, qui est en fait un système de communication qui utilise les gestes de la LSF, donc de la langue des signes, mais simplifié. Et du coup, on n'utilise pas la grammaire de la LSF, mais on associe un mot à un geste. Un peu comme on peut le faire de plus en plus maintenant avec les bébés. Ça se fait en crèche, ouais. Ouais. Et donc, on peut également utiliser des supports visuels avec des images ou des photos ou des pictogrammes qui permettent de construire des phrases pour formuler des demandes, pour exprimer une émotion, pour dire quelque chose. Et donc, ce mode de communication, ça nécessite un apprentissage qui est assez rigoureux. Nous, on le fait en rééducation. Mais ensuite, on doit le généraliser parce que c'est vraiment l'outil de communication pour l'enfant. Et si on le met en place, c'est qu'il en a besoin. Donc, ça doit être généralisé à tous les lieux de vie de l'enfant. Et donc, l'un des protocoles qui est le plus utilisé, qui est très utilisé, c'est le PEX. Donc, on vous montre là un exemple. Donc, en fait, c'est un système d'images que l'on scratch. Et là, on fabrique une phrase. Donc, par exemple, je veux crayon vert. Voilà, il y a d'autres images pour exprimer les émotions, par exemple. Pour aider à la compréhension des consignes orales, c'est souvent nécessaire de soutenir cette compréhension verbale en adaptant le débit, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, en adaptant aussi le volume verbal, parce que si on parle trop fort à un enfant qui est hypersensible, il ne va pas avoir l'information, il va juste se boucher les oreilles, par exemple. En utilisant un langage simple, concret, en évitant l'ironie et les sous-entendus qui ne seront pas compris, en étayant aussi avec des supports visuels. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ils sont forts au niveau visuel, ils ont des bonnes compétences et chaque support visuel va vraiment être une grande aide pour eux, avec les gestes ou les images, en aidant aussi, en donnant des exemples concrets. Et puis, en laissant le temps à l'élève de s'approprier l'activité. Il a besoin d'un temps de latence plus important pour comprendre la consigne et pour initier la mise au travail. Et si on relance, si on redonne la consigne, si on reformule, en fait, l'enfant, il est en train de traiter la première information et si on le relance sans cesse, il essaye sans cesse de retraiter la nouvelle information et ça ne va pas l'aider. Donc, vaut mieux vraiment laisser un temps de latence et puis si en effet, au bout d'un moment, il ne se passe rien, on essaie d'aider autrement. Alors, pour aider à la motivation, pour soutenir la motivation,
on peut utiliser des renforçateurs. Donc, on les a présentés un petit peu dans le webinaire sur les troubles des fonctions exécutives. Et donc, ces renforçateurs vont faciliter la mise au travail et la motivation à finir une tâche, comme on peut l'utiliser dans la méthode ABA. Ainsi, on peut utiliser une fiche contrat qui permet en fait de visualiser le renforçateur à obtenir quand l'exercice sera terminé. Dans un premier temps, l'élève va obtenir un renforçateur juste après avoir fait un exercice. Puis peu à peu, on pourra différer l'obtention du renforçateur grâce à l'emploi de jetons. Donc, je vais expliquer un petit peu plus clairement. Donc, quand on utilise uniquement un renforçateur, le renforçateur, en fait, c'est un peu comme une récompense. Donc, d'abord, l'enfant va choisir son renforçateur. Donc là, par exemple, on pourrait dire, il pourrait dire à l'aide d'une image ou du langage, moi, ce que je veux, c'est écouter de la musique. On lui dit, OK, l'exercice, c'est le puzzle, donc tu fais le puzzle, et après, tu pourras écouter la musique. Donc, soit on le dit à l'oral, soit on peut le dire donc avec des images. Et donc, il choisit son renforçateur, il fait son puzzle, et juste après, quand il a fini son exercice, il peut obtenir son renforçateur et écouter la musique pendant 5 minutes. Et donc ensuite, une fois que ça c'est acquis, on va proposer d'enchaîner plusieurs exercices. Et donc, si on veut qu'il fasse un puzzle, puis du découpage, puis du collage, on va procéder ainsi. Donc, il va choisir le renforçateur. Donc là, on vous a mis l'exemple. Là, il choisit de jouer au coin voiture. Donc, on lui a mis l'image des petites voitures sur sa petite fiche « Je travaille pour ». Il réalise le puzzle. Alors, on lui donne un premier jeton. Il réalise le découpage, on lui donne un deuxième jeton quand il a fini son découpage. Et puis, une fois qu'il a fini son collage, on lui donne son troisième jeton. Et là, son contrat est rempli. Donc, il donne les jetons, il donne sa fiche, et puis il obtient un temps de jeu au coin des voitures. Et donc ça va vraiment permettre à l'élève d'être très repéré sur ce qu'on lui demande. Il sait ce qu'il fait, il sait la quantité qu'il doit faire. Donc, il n'y a pas d'angoisse sur je vais travailler combien de temps. Et il sait aussi pourquoi il le fait, ce qu'il va obtenir après. Et donc, un deuxième élément qui est important pour soutenir la motivation, c'est aussi de proposer des activités en lien avec les centres d'intérêt de l'élève. S'il aime les dinosaures, on va utiliser ce thème pour la lecture, pour la compréhension écrite, en mathématiques. Et rien que le fait qu'on s'intéresse à son sujet, à son centre d'intérêt qui est fort, 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 ça va l'aider. Compter des dinosaures, s'il est fan des dinosaures, il va le faire. Compter des billes, peut-être qu'il ne le fera pas. Alors, pour aider à réguler le comportement, on peut également s'appuyer sur l'emploi de ces renforçateurs parce que ça aide également à réguler le comportement. On va distinguer différents types de renforçateurs. Donc, les renforçateurs primaires qui concernent l'obtention d'une récompense de type alimentaire, qui peuvent être utiles lorsque les intérêts sont vraiment très restreints. Des renforçateurs concrets qui concernent l'obtention d'un jouet ou d'un objet désiré, comme on l'a vu là tout à l'heure. Et puis des renforçateurs plus abstraits qui concernent l'activité à une activité appréciée, comme aller courir, aller se promener, écouter de la musique. Et des renforçateurs sociaux qui concernent les félicitations, les applaudissements, les sourires ou toutes les manifestations d'approbation. Ce sont les plus difficiles d'accès pour les élèves TSA en raison de leur déficit en termes d'habileté sociale. L'usage des renforçateurs primaires, concrets et abstraits, est destiné à s'estomper progressivement et à aller vers un emploi plus important des renforçateurs sociaux qui sont employés pour tous les élèves à l'école. Parce que les félicitations, ou les notes, même les bonnes notes, sont des renforçateurs sociaux qui permettent aux élèves de maintenir leur motivation jusqu'à l'obtention d'un renforçateur classique à l'école, comme aller en récréation par exemple. Et donc, l'emploi des renforçateurs va donc viser à normaliser le comportement en rendant visibles et plus concrets les renforçateurs naturels de l'école. Un des moyens de les différer est d'employer des jetons. On associera à l'obtention de chaque jeton un renforçateur social pour que peu à peu, celui-ci soit intégré comme tel. Donc, oui, c'est ça. Quand on donne le jeton, on dit « Bravo, super, t'as bien travaillé ». Ouais, c'est bien. Pour qu'un jour, on puisse dire « Bravo, super, t'as bien travaillé » sans donner le jeton. Voilà. Donc, pour arriver à normaliser l'emploi des renforçateurs et qu'ils puissent s'appuyer sur les renforçateurs sociaux ordinaires, en fait. Et on va également utiliser des supports visuels qui rappellent les règles et les interdits de la classe que l'on peut proposer en sous-main, par exemple, ou dans un cahier de routine. Il est possible qu'en cas de crise, un élève ne puisse plus les respecter, il ne peut plus les voir parce qu'il est débordé par ces affects-là, mais le fait de pouvoir se référer à un support visuel
peut lui permettre de réguler son comportement. Il est alors plus efficace que des paroles qu'il n'entendra plus. Pour aider dans les relations sociales, on peut préciser les règles de base comme rappeler qu'il faut interpeller un interlocuteur avant de lui parler, apprendre à respecter les tours de parole. On peut par exemple utiliser un bâton de parole quand tout le monde parle en classe. Là. Celui qui le tient parle et puis les autres écoutent. Ou apprendre à demander à jouer avec les autres en récréation. Et c'est important, effectivement, de leur donner des clés pour ajuster leurs attitudes. On peut, s'ils doivent aller porter un document, à une enseignante à côté, détailler ce qui nous paraît naturel, mais qui ne l'est pas pour eux. Tu frappes, tu attends qu'on te dise d'entrer, tu entres, tu dis bonjour, tu donnes le papier à la maîtresse, tu dis au revoir et tu repars. Et puis, on peut également mettre en place des scénarios sociaux en s'appuyant sur les supports visuels afin de préparer l'élève à avoir un comportement adapté dans un contexte particulier. Il peut s'agir de préparer une sortie avec la classe, par exemple. Les scénarios sociaux sont des petites histoires qui vont permettre de décrire de façon concrète une situation précise ainsi que le comportement à adopter. Ils s'appuient sur des pictogrammes ou même sur des photos. Ici, vous voyez un exemple de scénario en récréation. C'est-à-dire, je n'arrive pas bien à lire ce que... Alors, par exemple, dans la cour, donc ça c'est s'il y a ce problème-là, donc dans la cour il y a beaucoup d'enfants, les enfants courent et jouent, parfois un enfant me bouscule, je n'aime pas ça, je me mets en colère, je m'isole pour me calmer. Donc là on est dans le cas, en fait c'est vrai que les scénarios sociaux, on les personnalise au maximum, qu'on est dans le cas où un enfant se fait bousculer et du coup a une réaction de violence, donc on va rediscuter d'un événement qui s'est passé et lui donner des solutions. Voilà. Parce qu'en effet, les temps de récréation sont souvent difficiles parce qu'ils sont informels. Et comme le manque d'imagination et d'initiative les empêche de choisir un jeu, on va les retrouver fréquemment en train de déambuler dans la cour, parfois en flappant, parce qu'ils ne savent pas où se placer. Et ces moments peuvent être angoissants, surtout que les stimulations sensorielles, ils sont très importantes. On peut alors soit apprendre, ça peut faire l'objet d'un apprentissage, apprendre à l'élève les jeux qui sont pratiqués, que ce soit 1, 2, 3 soleil, le chat, la marelle, peu importe, ce qui est en vogue dans vos cours à ce moment-là. L'accompagnement de l'AESH peut être nécessaire pour ça. Et puis, si les temps de récréation restent trop difficiles, on peut prévoir un temps de repos accompagné par l'AESH pour limiter un peu les stimulations sensorielles trop angoissantes. Alors, on va parler maintenant des aménagements que l'on peut faire pour compenser un trouble du spectre autistique. Une des premières choses, ça va être de limiter les stimulations sensorielles parce que, comme on l'a dit, leurs particularités sensorielles sont vraiment très envahissantes et si on arrive à les soulager à ce niveau-là, ils seront plus ouverts, plus disponibles pour les apprentissages. Donc, on peut installer un coin calme, loin des stimuli. Donc, on installe l'élève dans ce coin et on va adapter en fait aux particularités de l'élève. Donc, par exemple, on peut installer l'élève face à un mur avec des panneaux sur les côtés, voilà, pour qu'il n'ait pas toutes les stimulations extérieures. Ou alors, on peut lui proposer un casque pour s'isoler phoniquement. En fait, ce genre d'aménagement, ça peut avoir l'air coercitif, mais il faut intégrer que pour ces enfants, c'est un endroit ressource qui leur permet de travailler au calme dans des conditions favorables. On peut aussi réduire les affichages qui sont trop chargés visuellement et privilégier les supports individuels. Certains adultes autistes rapportent bien que pour eux, les meilleures conditions pour travailler sont celles dans lesquelles il y a le moins de distracteurs possible. Un bureau, une chaise, l'exercice, le travail à réaliser, un stylo, et c'est tout en fait. Tout le reste, ça les perturbe, ça leur est désagréable. Je crois que c'est un adulte autiste qui expliquait moi je travaillerais dans une pièce blanche, sans porte, sans fenêtre. Et là, ce serait l'idéal. Alors bien sûr, c'est extrême, mais ça donne vraiment une image de ce dont ils ont besoin pour être bien, pour travailler. Contenir aussi au maximum le volume sonore, donc c'est à faire en classe, mais c'est aussi à prendre en considération, surtout pendant la récréation ou à la cantine ou lors de l'activité chorale. Ces situations, elles peuvent être ressenties comme une agression et c'est là où on peut avoir des crises. On peut avoir des crises avant, ils peuvent anticiper, on se dit mais pourquoi il y a une crise là? Et en fait, juste après, c'est la chorale, il est déjà en train de stresser parce que la chorale, ça fait mal aux oreilles, quoi. Donc pour ça, on peut apporter différentes solutions. On peut permettre d'écouter la chorale depuis la classe voisine, par exemple, ou de porter un casque pour atténuer le volume sonore.
ou bien de ne pas y assister du tout si c'est vraiment trop difficile. Faire un temps individuel avec la ESH où on peut proposer de chanter les chansons de la chorale, hein. Le principe, en fait, c'est d'adapter la situation de façon à rendre l'activité tolérable et possible pour l'élève. Parce que malheureusement, il y a des choses qui vont vraiment être très dures pour eux. Et puis, limiter la proximité des autres. Donc, quand il y en a besoin, les moments de regroupement et toute l'agitation qui est inhérente à ce genre de situation, ça peut être très gênant. Et donc, dans ce cas, on peut leur proposer d'y participer en se tenant un peu à l'écart du groupe, par exemple. Ils risquent de le faire un peu naturellement, mais du coup, on peut leur offrir la possibilité de prendre cette place un peu à part et puis peut-être au fil de l'année, se rapprocher au fur et à mesure du groupe. On va aussi s'attacher à faciliter le repérage dans l'espace en donnant des repères visuels à l'aide de photos ou d'images ou d'étiquettes mots s'ils savent lire pour indiquer la place de l'élève ou la place de ses affaires. Donc, sur le porte-manteau, en général, c'est fait, mais aussi sur le bureau, sa place à la cantine, par exemple, même si je sais qu'en général, ils n'ont pas forcément toujours la même place, mais peut-être que pour lui, ce sera nécessaire. On va aussi indiquer la salle de la classe avec la photo de l'enseignant, par exemple, et puis donner des informations visuelles sur les différents espaces de la classe. Là, c'est le coin bibliothèque, là, c'est le coin avec les voitures, là, c'est le coin du travail. Les différents lieux de l'école aussi, la salle de sport, la cantine, la salle des maîtres, et aussi les lieux auxquels l'élève n'a pas accès. On peut mettre des sens interdits sur les portes, par exemple. Parce que toutes ces portes, ça peut être angoissant parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il a le droit d'aller, n'a pas le droit d'aller. Et plus on apporte d'informations visuelles, plus l'environnement sera clair pour cet élève et au plus il sera calme et apte à travailler. On peut aussi utiliser des sets de table pour organiser la place des objets dans l'espace, donc de façon très classique pour mettre les couverts sur son plateau à la cantine, par exemple, mais ça peut aussi être un set de table pour faire de la peinture. Comme ça, il sait comment organiser ses affaires pour faire la peinture sur son bureau. Et puis en sport ou à l'extérieur, poser un cerceau, par exemple, pour définir un espace, pour indiquer où il peut s'asseoir, où il doit se placer, ou l'endroit où il doit lancer la balle. Voilà, c'est assez utile en EPS, où en fait c'est angoissant d'être dans un vaste espace sans support qui indique où se placer. Et puis, on peut également aménager un coin ressources en créant un espace sensoriel où les élèves qui ont tendance à être en hyporéactivité pourront effectuer leur stéréotypie en sécurité ou stimuler leur sens avec des balles sensorielles, de la musique, des jouets lumineux, sans gêner le reste de la classe. Et où les élèves hypersensibles, au contraire, pourront s'isoler avec des couvertures pour se cacher, un casque pour s'isoler du bruit. Bien entendu, l'usage de ces espaces doit être encadré et il peut être proposé soit en renforçateur, c'est-à-dire la récompense pour une tâche menée à son terme, soit inclus dans l'emploi du temps, soit employé lorsque l'élève présente des signes de fatigue ou d'énervement avant la crise en fait. Le temps consacré à cet espace doit être limité au moyen d'un sablier ou d'un minuteur. Et là aussi, il faut que ce soit visualisable. On peut également adapter donc les supports d'apprentissage en ayant recours à des fiches de travail structurées avec toujours la même mise en page, le même déroulé, des repères visuels clairs, peu de distracteurs et puis avec une matérialisation du début, de la fin de l'activité et puis des renforçateurs intégrés comme des puces à cocher au fur et à mesure de l'exercice par exemple. Les puces à cocher, c'est magique pour certains. Ouais. Pourtant, ça a l'air de rien en fait, mais ils sont tellement contents de pouvoir cocher et quand ils ont fini, pouf, ils savent que ça y est, ils ont fini leur travail. Moi, j'avoue, quand j'ai une liste de choses à faire et que je coche ou que je surligne, il y a un petit effet renforçateur. Il y a un petit effet renforçateur. On va également matérialiser les activités pour clarifier les consignes et faciliter leur réalisation. Si on veut faire une activité de tri, matérialiser les espaces au moyen de boîtes pour les petits ou de cadres sur une feuille pour les plus grands. Ainsi, un élève porteur de TSA qui n'est pas capable d'effectuer une activité de tri quand on lui donne uniquement les objets ou les images à trier, pourra peut-être le faire pourra peut-être faire cette activité si on lui donne des boîtes pour ranger les objets. Voilà. Et par exemple, si on demande de recopier des mots qui contiennent la même syllabe en les associant, par exemple, là comme dans l'exercice de gauche, on pourra créer des cadres pour chaque mot à associer. Par ailleurs, il faut s'attacher à développer la flexibilité mentale et proposer à l'intérieur de la même présentation des exercices différents
qui font travailler des compétences différentes, de façon à ne pas enfermer, voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ces élèves dans une compétence qu'ils maîtrisent. Il s'agit de conserver un élément connu pour rassurer l'élève, mais de faire varier les autres éléments. Donc, on va proposer de réaliser le même exercice avec un contenu différent, ou de réaliser le même exercice avec une personne différente, dans un lieu différent, de réaliser un exercice différent, mais avec une présentation connue, etc. Toutes ces variations au sein d'un cadre contenant vont permettre à l'élève de généraliser les apprentissages. Alors, on va vous présenter quelques outils d'adaptation. Donc, pour les élèves d'abord, donc pour limiter les distracteurs attentionnels, on peut proposer donc des casques qui permettent soit de s'isoler phoniquement ou bien un casque pour écouter une musique calme, des panneaux amovibles, donc comme là, ou alors on peut du coup mettre l'enfant plus face à un mur, comme on disait tout à l'heure. Ça va isoler visuellement et fournir aussi un cadre contenant. L'enfant, il est centré sur sa tâche et va moins se disperser à cause de stimuli extérieurs. Pour aider les élèves qui ont besoin de stimulation, on peut proposer des objets à mordiller pour ceux qui en ont besoin. Donc, il existe des embouts de stylo, des bracelets à mordre, un collier à mordre. On vous les présente pour que vous sachiez que ça existe. Mais c'est plutôt aux parents de les acheter. Mais voilà, si vous voyez qu'un enfant a vraiment ce besoin-là, peut-être que vous pouvez conseiller aux parents d'en prendre. En fait, il y en a certains qui ne savent pas que ça existe. Plutôt que mordiller le bout de chemise ou la manche du t-shirt, quoi. Ouais, c'est ça. Pour faciliter la posture assise, qui peut être difficile, on peut proposer des coussins à picot qui se posent sur la chaise. Donc c'est là, il y a plein de petits picots. Bon, ça fait pas mal, hein. Et ça permet de bouger en fait tout en étant assis. Et puis ça donne des sensations qu'ils apprécient et qui les aident à rester assis. Les chaises aussi avec les accoudoirs, c'est plus contenant, ça englobe mieux l'enfant. Ça l'aide à rester assis plus longtemps. Ça peut l'aider. Pour aider à l'organisation, donc les sabliers, ça fonctionne bien, le time timer ou d'autres types de timers qui rendent visuel vraiment le temps qui passe. Et puis tous les emplois du temps dont on a parlé tout à l'heure pour aider au repérage dans les activités. On peut aussi donc utiliser le système des boîtes qui contiennent les activités à réaliser ou bien un mini emploi du temps. Donc si on a l'emploi du temps, hop, on est sur ce qu'on fait dans la journée. Et puis là, dans l'activité, là maintenant tu fais ton puzzle, après tu feras de la musique. Donc ça peut être soit un renforçateur, mais ça peut être juste souviens-toi, après c'est ça que tu vas faire. Et juste le fait de savoir ce qu'on va faire juste après, ça va être rassurant et l'élève va pouvoir se poser et réaliser l'activité. Il y a quelqu'un qui lève la main? Ah, peut-être, on a presque fini, donc peut-être on va attendre le temps des questions. Oui, ou notez votre question dans Ouais. la conversation. Et donc quelques outils pour vous en fait, pour expliquer et aborder les différents troubles en classe avec les élèves. Donc ça peut être important de présenter le trouble du TSA, les TSA aux autres élèves. Donc il existe quelques ouvrages. Vous les voyez là. Il y a Lolo de chez Boomerang Éditeur Jeunesse, Epsilon. Et Mon petit frère de la Lune, c'est un livre, mais c'est aussi une vidéo qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et donc, des vidéos, il en existe plusieurs. Je vais vous mettre les liens dans la conversation. Il y en a sur l'autisme qu'on trouve sur le site de Lumni, expliquer l'autisme aux enfants, une présentation aussi expliquant le trouble de TSA. Donc, je vais vous donner tout ça dans la conversation. Et puis avant de conclure et de passer aux questions, je vais quand même vous montrer cette vidéo, mon petit frère de la Lune. Alors, hop, je mets le son. Mon petit frère de la Lune. Je me souviens quand mon petit frère il est né, il faisait que manger. Il mangeait beaucoup, beaucoup. Et il pleurait aussi. Beaucoup, beaucoup. Mais il dormait pas beaucoup par contre.
Maintenant, mon petit frère, il est grand quand même, mais il bouge pas beaucoup. Il dit rien. Des fois, j'aimerais bien le faire rire. Mais ça ne fait pas rire. Il fait comme s'il ne voyait pas, comme s'il ne m'entendait pas. Mon petit frère, il regarde toujours en l'air. Il est tranquille, sauf des fois, quand maman passe l'aspirateur, quand on met quelque chose à cuire, quand on passe sous un tunnel, ou quand on chante « Joyeux anniversaire », quand on a des invités et qu'il n'a pas envie, quand on lui coupe les ongles, ou quand on applaudit. Et quand on veut lui couper les cheveux, alors là, il prend une grosse colère. Et c'est pas drôle, hein. Mon papa et ma maman, ils sont obligés de lui couper les cheveux quand il dort. Tout doucement. Mon petit frère, il va à la crèche, mais il joue pas avec les autres enfants. Il regarde en l'air. Comme toujours. Quand on se promène, les messieurs et les dames le regardent beaucoup aussi. Et puis, des fois, mon frère, il fait des gestes tout bizarres. Il bat des bras, comme pour s'envoler. Il y en a qui ont peur de ça. Ils croient que c'est une maladie qui s'attrape. Je lui offre des bijoux. Il aime ça, les bijoux, lui, parce que ça brille. Mais il les touche pas. Ou un tout petit feu, hein, du bout du doigt. Il a déjà vu beaucoup de docteurs, des spécialistes, beaucoup. Il en voit toujours. Mon papa et ma maman, ils disent qu'il n'est pas vraiment comme tout le monde. Il est un peu bizarre. Mais alors, moi, je le regarde beaucoup, ce petit frère. Ce petit frère qui regarde toujours le ciel. Même quand on fait les courses, même en voiture, il aime regarder le ciel. Mon petit frère, il est né comme tout le monde, mais il vient aussi un peu de la lune. Eh ben oui, il aime ce qui brille, comme la lune. Il aime bien ce qui est rond et qui ressemble à la lune, comme les bouches d'égout. Et ça va toujours devant une bouche d'égout. Et c'est vrai, hein? Et si on veut qu'il avance, il faut mettre le pied dessus. Il la voit plus et hop, il continue sa route. Aussi, il aime monter les escaliers, mais pas descendre, hein. Il préfère monter. Mais il s'arrête pas, hein. Il monte, il monte. Mon petit frère, c'est un prince. Mais c'est un prince chef d'orchestre. Moi, j'aimerais être une fée. Parce que je pourrais lui envoyer un sort pour qu'il préfère être ici que sur la lune. Alors, je donnerai la main pour qu'il vienne avec moi. Avec mon petit frère, on a inventé une langue tous les deux. On joue au jeu du chapeau. Je mets un chapeau et lui, il rigole. Et après, il me court après. Alors là, on est tous les deux. Et c'est bien. Hop, bon, on va s'arrêter là. Elle est belle cette vidéo, je trouve. Mm. Oui, Hop là. magnifique, effectivement. C'est ça. En plus, je trouve que la voix de la petite, elle est vraiment... elle joue bien, enfin, je sais pas, elle est bien authentique. Bien dans le ton. Alors, nous allons maintenant conclure cette présentation, comme toujours. Avant de passer aux questions, on espère avoir été clair et vous avoir donné des pistes intéressantes pour comprendre
les difficultés rencontrées par ces élèves atypiques que sont les enfants porteurs de troubles autistiques, et puis pour vous aider à mettre en place des aménagements adéquats. Pour compléter cette présentation, vous trouverez dans notre ouvrage une description plus approfondie des prérequis à la communication, de leur développement et puis des troubles du spectre autistique. On fait toujours des coupes franches dans les chapitres là, pour préparer ces conférences pour tenir en matière de temps. Vous trouverez également des documents qui ont été modifiés et adaptés de différentes manières en fonction des objectifs et puis qui permettent d'illustrer concrètement ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Et puis des pistes qui permettent d'aborder la gestion des troubles du comportement des crises en classe. Vous y trouverez également des outils d'adaptation à employer directement, comme des routines pour planifier la réalisation d'une tâche, des pictogrammes pour mettre en place des renforçateurs ou des emplois du temps visuels et puis des règles de vie illustrées. Voilà, puis toutefois, ce qui est important de souligner, c'est qu'il faut tester, analyser les difficultés de l'élève, observer ce qui l'aide ou ce qui ne l'aide pas, ce qui est pertinent. Parce que comme on l'a dit au tout début, il y a une vraie hétérogénéité dans ces troubles du spectre de l'autisme. Et donc, on ne peut pas appliquer à tous la même chose. Les aides et les moyens de compensation doivent être maintenus en classe, lors des exercices, lors des évaluations et puis aussi à la maison. Voilà, donc à chaque fois, on dit personne n'aurait l'idée de retirer ses lunettes à un élève pour les évaluations, mais c'est vrai que pour nous, on trouve ça assez parlant. C'est la même chose pour les adaptations qu'on met en place. Ils doivent être réévalués, bien sûr, au fur et à mesure, en fonction des besoins et des objectifs de chacun. Voilà, mais on a assez parlé, donc à vous la parole. Oui, les troubles peuvent se cumuler. On peut être TDA et TSA. Effectivement, oui. Oui, ça arrive. Fréquent, je ne sais pas, mais oui, ça arrive. Oui, parce qu'on retrouve des similitudes, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait tendance vraiment à cliver les pathologies et maintenant, on les place davantage. La tendance actuelle au niveau scientifique, c'est vraiment plus de placer sur un continuum, en fait. En cas de crise, ce qui est important, c'est déjà de comprendre ce qui la déclenche. C'est-à-dire que si... Il y a quelqu'un qui a partagé. Comment ? Non, vas-y, continue. C'est de comprendre ce qui la déclenche. Est-ce que c'est une crise liée à une stimulation, enfin aux sensorialités, à quelque chose qui est douloureux ou pas? C'est vraiment ça qui permet de désamorcer les crises. Et puis une fois qu'on a identifié ce qui les déclenche et ce qui rend les choses difficiles, soit tenter d'atténuer évidemment le stimulus douloureux et puis les anticiper aussi bien que possible en proposant comme ça des endroits ressources ou de mettre à disposition les endroits ressources ou l'emploi des renforçateurs, etc. Ça, c'est compliqué après de vous dire sur mesure ce qu'il faut faire là. Après, quand vraiment vous êtes au cœur de la crise, c'est à ce moment-là réduire les stimulations, parfois même parler. On dit calme-toi, ça va aller. Tout ça, en fait, c'est trop. Repasser vraiment par tout ce qui est visuel, mettre en sécurité l'enfant et lui apporter peut-être des choses qu'il aime habituellement, lui essayer de détourner un peu son attention, ça peut fonctionner. En fait, c'est tellement différent entre chaque enfant. Après, dans le livre, on a vraiment détaillé, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce que c'est assez complexe, mais on a vraiment détaillé ce qu'on peut faire pour éviter les crises et ce qu'on peut faire en cas de crise. Mais voilà, c'est tout un chapitre, quoi. Mais il n'y a pas forcément de crise. Moi, nous, on a des patients qui sont maintenant scolarisés, qu'on a suivis tout petits, pour lesquels on a monté le langage, parce qu'en général, c'est souvent au moment de la maternelle qu'il y a révélateur. C'est-à-dire que, on l'a dit, les parents s'ajustent tout naturellement, en fait. C'est-à-dire, il fait une crise quand il va dans le supermarché. Il y a un des parents qui fait les courses et puis l'autre qui n'y va pas. Enfin, je veux dire, à la limite, ça se... Spontanément, comme ça, ils s'organisent. Et puis, quand il y a l'école qui se met en place et puis qu'on voit un enfant qui n'a pas de langage ou très peu, et puis qui a des fixettes comme ça, bon, là, à ce moment-là, ça fait révélateur. Mais après, avec un accompagnement et puis les prises en charge qui, en général, permettent quand même, bon, après, ça dépend du niveau et de l'intensité des troubles, hein, mais on a, nous, beaucoup d'enfants qui sont scolarisés en milieu ordinaire, en CM1, qui vont au collège, etc., avec AESH, avec adaptation, etc., bien entendu. Hein.
Oui. Alors du coup, comment faire la différence entre un enfant TSA et avec le trouble dysexécutif? Parce que les fidgets, c'est adapté pour les uns, mais pas pour les autres. Oui, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Et c'est vrai ouais. que c'est une difficulté, oui, au sujet des. Bon, moi, je dirais qu'il faut voir un peu de façon empirique aussi, c'est-à-dire, bon, Ouais, faut est-ce tester. que. Est-ce que l'élève, quand il a le fidget, il est mieux concentré, il arrive à travailler, ou est-ce que quand il l'a, il est tellement pris par son truc que il n'écoute plus rien et qu'il se passe plus rien, quoi. Après, le fidget peut être un renforçateur, et donc pas pendant l'activité, pas pendant le moment la situation d'écoute. Après, pour diagnostiquer, pas pour diagnostiquer, mais pour faire la différence. Quand mais là j'ai mal lu en fait, vous parlez de TDA, donc de troubles attentionnels, et du syndrome dysexécutif. Oui, donc c'est une question qui concerne la Ah oui, conférence de la d'accord, semaine ok. dernière. Ok, pardon, j'avais lu Parce que tu sais, TSA en fait. voilà, on parlait des fidgets et c'est vrai qu'on disait Oui, oui. qu'il fallait. Voilà. Bon. Après, il faut voilà, expérimenter. Alors, un enfant qui ne supporte pas qu'on lui dise non, c'est pas forcément un enfant qui a un syndrome enfin, un symptôme du trouble autistique. Hein. Non. Ça peut être un enfant ça peut, mais ça peut, mais c'est peut-être un enfant dans la toute puissance. Vraiment, il y a la triade dans le syndrome autistique. Bon, d'abord, c'est pas aux enseignants ou même ni aux orthophonistes d'ailleurs de poser le diagnostic. En général, c'est un centre référent dédié, spécialisé ou un pédopsychiatre. Enfin, c'est voilà. Et on retrouve quand même les sensorialités hypo-hyper, les intérêts restreints. Il y a quand même et puis le flapping, les stéréotypies. Il y a un ensemble de troubles. Hein. alors, quelques questions comme ça. Donc, comment faire quand ils se battent pour un même fauteuil? Moi, je dirais, soit je retire le fauteuil et j'en mets d'autres, soit chacun a sa photo sur son fauteuil et il n'y a pas d'échange possible, ou il y a un échange à chaque fois, mais du coup, il y a la photo qui indique qui a le fauteuil. Voilà, faut tester. Ou que ça fasse l'objet d'un renforçateur, c'est-à-dire que voilà, quand on a fait tous ces exercices, enfin que ce soit planifié en fait, c'est-à-dire Voilà, avec un organisé dans l'emploi du timer, temps, un là c'est ton timer, tour. un emploi du temps du fauteuil, je sais pas ce qu'il fait ce fauteuil, mais Faut racheter le même. Quand c'est l'école la source de la crise, c'est compliqué tous les jours. Oui. ah oui. Ça, on l'entend. C'est pour ça que nous, on avait vraiment à cœur de vous donner un maximum d'outils qui peuvent faciliter les choses. On sait bien que parfois, c'est pas suffisant, mais parfois, vraiment, quelques adaptations permettent de réduire les crises. Mettez-vous en lien au maximum avec les thérapeutes quand il y en a. Voilà, il y a toujours le problème de ceux qui ne sont pas diagnostiqués. Mais bon. Il y a quelqu'un qui demandait lever la main. Vous voulez ouvrir votre micro et poser votre question? Désolée, j'ai pas vu où je pouvais écrire ma question. J'ai regardé pendant le suivi. Alors, si vous appuyez sur les 3 petits points, non, mais c'est pas grave. Non, mais comme ça, vous pourrez après, mais normalement, il y a afficher la conversation. Mais on vous écoute. Non, j'ai pas affiché la conversation. D'accord, ça arrive, c'est pas grave, on vous écoute. Voilà. Je voulais savoir ce que vous pensiez des gros ballons et des tabourets où on peut se balancer un peu, voilà. Ouais. Parce que j'ai essayé les deux. Ouais. Sauf que sur les gros ballons, ils ont tendance à sautiller et donc ça dérange le reste de la classe. Et sur les tabourets, ils ont tendance à se faire tomber. Ah. Voilà. Donc, si ça fonctionne pas, c'est pas à valider. Ouais. Et puis en plus, du coup, les autres élèves qui n'ont pas forcément besoin de ça, ouais. les réclament et ouais, c'est ça, ça devient plus un souk qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut en avoir suffisamment pour que ça puisse tourner. Après, quand il y a un vrai trouble, il faut aussi expliquer que oui, mais cet enfant-là, il a un besoin particulier. Maintenant, si c'est pas aidant, c'est pas aidant, et peut-être que c'est pas ça. Parfois, un coussin dans le dos. Moi, il y en a un, il voulait tout le temps il avait besoin d'être très très compressé entre sa chaise et sa table, et il fallait l'avancer au maximum. Le coussin sous les fesses, le coussin à picot. Ou je crois que François, tu en avais trouvé des pas chers ou ça? Sur une enseigne de vente par correspondance. Ah d'accord, okay. Très bien. Voilà. Je tairai le nom. Oui. Voilà, c'est vrai qu'il y a les gros ballons, ça marche pour certains. Après, nous, on trouve ça très volumineux, mais je sais que dans certaines classes, ça fonctionne très bien. Après, là, on parle vraiment d'enfants avec des troubles très spécifiques.
atypiques même. Et du coup, ben, c'est peut-être pas la solution pour eux, quoi. Malheureusement, il n'y a pas un outil. Et oui, c'est ça. qui fonctionne. Alors, vous dites quelque chose d'intéressant. Là, j'ai un élève TSA dans ma classe de CP qui refuse de faire le PS dès qu'il s'agit de compétition parce qu'on a souvent, les élèves porteurs de TSA ont beaucoup de mal souvent à s'auto-corriger ou à reprendre et supportent très mal l'échec, etc. Il faut que ce soit réussi et s'il y a un item là qui est pas coché ou qui est pas bon, oulala, ça va pas. Et ça, c'est un truc vraiment à travailler avec eux. Alors après, comment arriver à le faire participer sans provoquer de crise d'angoisse, je sais pas. Il n'arrive pas du tout à. Si vous lui dites qu'il rentre pas dans la compétition, qu'il joue comme ça, c'est pas possible. Parfois, il faut faire des jeux sans compétition, quoi. Faut aller passer par le jeu coopératif. Ouais. Je sais pas comment s'organise la compétition là. Est-ce que ça donne des points individuels? Est-ce qu'il y a un classement? Est-ce que un perdant, parfois, c'est compliqué. Hein. Après, ça se travaille, mais ça prend du temps. D'accepter de perdre, d'accepter l'erreur. Dès que nous faisons des groupes, ça ne va plus. Ouais. D'accord. Bah après, c'est peut-être aussi la proximité avec les autres élèves. Ouais, là, il y avait une question sur les évaluations. Est-ce qu'elles peuvent se dérouler en présence de l'AESH et si oui, dans quelles conditions? Donc oui, surtout si l'AESH est présent lors des exercices, elle doit être présente ou il doit être présent lors des évaluations. Dans la même mesure. Donc, si d'habitude, ils expliquent les consignes, ben là, c'est pareil. Si d'habitude, l'AESH écrit à la place de l'élève, pour l'évaluation, c'est la même chose. Par contre, souvent, on écrit du coup sur l'évaluation avec l'aide de l'AESH et on peut expliquer, enfin, on peut dire ce qu'a fait l'AESH, quoi. Le but, c'est pas de faire à la place, mais si cet élève a besoin d'une AESH, ben oui, il doit être présent pour les évaluations, mais on le dit du coup. Tous les TSA ne font pas de flapping, parfois c'est plus discret. C'est vrai que c'est un truc un peu marquant parce que c'est ce qui est connu, mais parfois ça peut être une stéréotypie très discrète, tapoter des doigts. D'ailleurs, c'est très bien décrit, je trouve, dans la vidéo. Elle a très bien analysé la petite, là, les intérêts restreints sont les plaques d'égout. Et on voit, elle a trouvé, il faut mettre le pied dessus et hop, il se remet à marcher. Des choses qu'on trouve de façon un peu expérimentale, là, comme le chapeau qui le fait rire. Et, alors, il y avait une question aussi. Donc, je suis en classe de cycle 2. Je lis toute la question, comme ça. Vas-y. Voilà. J'ai un élève de CP qui me questionne. Elle a des problèmes avec les codes sociaux, ne respecte pas les règles de la classe, se répète et parfois hors sujet. Je pense que l'année prochaine, elle rencontrera des soucis pour le CE1. Ces problèmes ont été abordés en maternelle, mais les parents ne l'entendent pas, ne veulent pas d'adaptation. Comment pourrais-je aborder le sujet? Bon, je pense que après, là, je crois comprendre que du coup, il n'y a pas de diagnostic. Je ne sais pas si tu comprends pareil, Françoise. Ouais, je me demande déjà s'il y a eu une ESS, s'il y a eu une équipe de suivi avec cet enfant et les parents. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de thérapeute, il n'y a pas d'orthophonie, il n'y a personne qui. Je pense que c'est expliquer très concrètement les difficultés de cet élève et le décalage par rapport aux autres élèves. Par exemple, voilà, très concrètement, quand je dis à votre enfant de se ranger, tous les autres arrivent à le faire, mais lui non. Voilà, des exemples très concrets pour montrer bien la différence et puis ensuite les orienter s'il n'y a aucun suivi, oui, les orienter pour faire des bilans, quoi. Ouais. Ils ne veulent pas d'adaptation, il faut que les parents entendent quand même que les adaptations, au contraire, vous donnent du travail en plus et permettent de scolariser leur enfant dans les meilleures conditions possibles. Enfin. Oui, c'est ça, là, les parents ne veulent pas avoir de handicap, mais c'est. Ouais. Voilà, ça, mais même dans nos cabinets, et pourtant les enfants sont suivis, et parfois, malgré la rééducation, il y a du déni, ils ne voient pas le handicap. Donc oui, ils sont en recherche de solutions miracles, quoi, pour guérir. Voilà. Oui, voilà, s'appuyer sur le visuel, ça marche bien, ouais.
J'ai un décalage. Des fois, j'ai l'impression que tu as des... De Ah oui, quoi c'est pour Naramus. C'est pour Ouais, Naramus. Naramus, Ça, ouais. oui. Ok. Ouais. Et donc, doit-on accepter le refus de la frustration? Je crois qu'on le subit plus qu'on l'accepte. Après, je pense que c'est dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît bien l'enfant et qu'on sait que ça va le frustrer un peu, que ça le frustrer beaucoup, voilà, on va essayer d'éviter les grosses frustrations et parfois on va pouvoir, quand on sait maîtriser les conséquences, peut-être générer un tout petit peu de frustration pour l'aider peu à peu à gérer cette frustration-là. Mais c'est difficile. Alors, l'enfant TSA en CM1 qui passe son temps à arracher les plantes, est-ce pour se calmer? Dans quel but? Pour se calmer, je ne sais pas. Est-ce que c'est un stimulus douloureux qui fait que ça le gêne et qu'il veut les enlever? Est-ce que en mettant un picto on n'arrache pas les plantes, c'est interdit. Bon, après, il va répéter 10 fois dans la journée, c'est interdit d'arracher les plantes. Ça fonctionnera peut-être. Vous pouvez déjà essayer à son récréation. Ah, zut. Ben oui. Ah bah ouais, en récré, hein, c'est interdit d'arracher les plantes de la récré. Mettre un petit panneau interdit et puis peut-être s'il aime. Alors en fait, souvent ce qu'on dit, c'est que quand il y a des comportements comme ça inadaptés, mais on suppose que l'élève le fait, enfin l'enfant le fait parce que il y a une recherche sensorielle, parce qu'ils apprécient ça, on essaie de chercher quelque chose qui pourrait être un peu similaire mais acceptable, quoi. Donc peut-être on peut lui montrer les mauvaises herbes. Ça, tu as le droit d'arracher, mais ça c'est un peu compliqué. Ou alors, voilà, ça veut dire qu'il apprécie toucher certains trucs avec ses doigts, donc peut-être lui proposer des activités sensorielles avec les mains. Ou alors, l'autre piste, c'est que peut-être la récréation, c'est compliqué parce qu'il ne sait pas quoi faire et que du coup, il arrache les plantes parce que ça, c'est pas mal, il aime bien. Donc, du coup, là, on retombe sur ce qu'on expliquait tout à l'heure. La récréation, c'est compliqué, donc on va essayer de leur donner des idées et sur ce qu'ils ont droit de faire, ce qu'ils peuvent faire. En fait, on en parlait un petit peu dans le syndrome des exécutifs et le TDAH. C'est toujours plus simple pour eux de comprendre quand on dit tu peux faire ça, plutôt que ça, c'est interdit. Donc, on peut interdire des choses, mais c'est bien aussi de leur dire ce qu'ils ont droit de faire, surtout dans le TSA, parce qu'il y a un manque d'imagination. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de stéréotypies et des intérêts restreints. Ils n'imaginent pas tout ce qu'ils pourraient faire. Donc, nous, on va leur donner des idées. Avec donc les scénarios on pourrait faire une petite avec fiche de récré, par exemple, dire, bon, ben voilà, en récré, tu vas pouvoir faire ça. Vas-y, mets ton jeton sur ce que tu veux faire, mais on n'arrache pas les plantes, par exemple. Et puis, il va à l'avance déterminer ce qu'il peut faire ou choisir ce qu'il va faire. Et du coup, il part avec un objectif de quelque chose, d'une activité socialement acceptable qu'il peut faire. Il y a un micro. Oui, il y a un micro d'ouvert. Je ne sais pas qui, mais ça fait beaucoup de bruit. Oui. Peut-être que vous pouvez vérifier vos micros. Je ne les vois plus, moi. Ah, si. Non. Alors... Donc, un enfant de CP qui s'exprime très bien, malgré ses autres nombreux troubles, peut-il être TSA? Oui. Oui. C'est possible. Pourquoi vous vous demandez s'il est... Parce que je pense que parce qu'on a l'impression que... Parce qu'on parle de difficulté de langage, parce que c'est fréquent, et on a un peu l'image, à mon avis, d'enfants ou de personnes TSA non-verbaux. Mais il y en a qui parlent un peu, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent très très bien. Voire avec un langage très soutenu. Françoise, Ah non. Moi, je suis là. D'accord. Je croyais que ça avait fait. Alors, j'ai d'autres enfants TSA qui ne parlaient pas, qui parlaient mal, voire pas du tout. Oui, il y a quand même des particularités au niveau du langage, ou une compréhension qui est un peu altérée, un langage qui est un peu plaqué, ou ce qu'on appelle les écholalies, c'est-à-dire qu'ils répètent en boucle. Là, je suis allée l'autre jour en ESS pour un enfant à moi, un de mes patients qui est autiste, qui est scolarisé en CM1 là, et la classe est contiguë à celle du directeur, et je sais plus quoi. Bon, le directeur, il accueille souvent des élèves, il fait la loi et tout ça, donc à chaque fois il n'est pas content, le directeur, il se fâche, le directeur, et donc c'est un petit peu systématique, comme ça on a voilà, quelque chose qui est un peu redondant, quoi.
C'est ça. Après, moi, j'ai une patiente TSA qui a été diagnostiquée très tard au collège parce qu'elle parlait comme vous et moi. Enfin, vraiment, aucun problème à ce niveau-là. Par contre, c'était toute la compréhension avec les inférences, et puis voilà, les subtilités sociales qui fonctionnaient mal. Mais une fois qu'on engageait la conversation avec elle, c'était difficile d'imaginer qu'il y avait un trouble. Il faut être le plus explicite avec eux. Pour le mien, quand il y a un imprévu, par exemple l'alarme incendie qui est prévu, on lui colle au tableau une étiquette avec un point d'interrogation. Cela l'aide beaucoup. Voilà. C'est vrai que il y a des petites astuces comme ça qui sont très aidantes et qui, le coup des boîtes, là, par exemple, ou des choses des activités très contenues. Tu as 3 exercices à faire, tu colles une gommette chaque fois que tu en as fait un. Bon, il ne s'agit pas forcément de plaquer les choses qu'on a proposées, mais c'est de comprendre le principe de fonctionnement et puis de l'adapter avec votre fonctionnement à vous, ce qui vous convient, ce que vous avez sous la main, ce qui marche avec l'élève. On teste, on évalue. Voilà. Et de mettre en place comme ça des choses. Alors, bonjour, je fonctionne en classe flexible et en plan de travail en CM2. J'accueille un élève autiste l'année prochaine. Avez-vous des conseils? Le premier conseil, ce serait d'essayer de prendre les informations auprès de vos collègues qui l'ont eu précédemment et des parents sur ce qu'aime cet enfant, ce qu'il n'aime pas, sur son comportement de manière générale. Et puis ensuite, par rapport à la classe flexible, peut-être quand même de prévoir un coin un peu dédié pour cet enfant que vous pourrez ajuster au fur et à mesure. L'avantage de la classe flexible, c'est que je pense que vous avez déjà pas mal de matériel d'assises un peu particulières, voilà. Mais je pense, mais après, j'en sais rien, je connais pas cet enfant, qu'il faudrait peut-être que ce soit un peu cadré avec toujours la même place, toujours la même chaise et tout ça. Après, peut-être pas en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on gagne aussi pas mal de temps à échanger, soit avec les parents, soit avec les enseignants Oui. de l'année précédente, parce que ils connaissent déjà les particularités sensorielles, où ils ont repéré que telle situation mettait en difficulté et déclenchait des crises, ou n'était pas possible, etc. Ou tel renforçateur fonctionnait bien. Ils connaissent déjà les centres d'intérêt. Enfin, il y a plein de choses comme ça pour lesquelles on peut gagner du temps. Alors, il y a une question pour un élève TSA-CP, pas de place en IME. Oui, c'est ça, parce que quand l'intégration scolaire n'est pas possible, niveau petite section, peut-il être inscrit en grande section CP, CE1, ou petite section, moyenne section, grande section, ou matin, grande section et l'après-midi? Je comprends rien. Ouais, moi non plus, mais Il y a trop de possibilités. j'ai un patient pour lequel ça avait été comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il avait fait une grande section, un enfant autiste. Il a été en grande section la première année, grande section pure, et la deuxième année, il a fait CP le matin et grande section l'après-midi, pour permettre d'avoir des soupapes, parce qu'au niveau attentionnel, c'était trop compliqué. Il a appris à lire comme ça. Mais là, c'est niveau petite section, quoi. Ouais. Mais bon, après, on a eu des cas où c'était niveau petite section, ils sont passés à un niveau CP assez rapidement quand le cadre était adapté, donc notamment en IME. Mais bon, oui, de toute façon, on peut. Après, il faut voir dans quelle mesure. Si vous êtes dans une école où il y a la maternelle et la primaire, c'est possible. Si c'est à distance, c'est plus difficile. Il faut voir ce que vous avez le droit de faire et ce qui va être idéal pour l'enfant, en fait. C'est gentil. Alors, donc, je me questionne concernant un de mes élèves. Il est capable de partager des jeux avec les autres, n'a pas de troubles sensoriels, il est centré sur lui-même et veut toujours décider. Il est sans filtre, a de bonnes capacités de raisonnement, n'entre pas dans la lecture ni dans la numération. Qu'en pensez-vous? Bon, forcément, hein, sur ces petits éléments-là, c'est difficile. On ne va pas vous poser un diagnostic. Après, vraiment, si vous avez un doute, essayez de voir si c'est possible de faire des bilans, de l'orienter vers un neuropédiatre peut-être ou un neuropsychologue pour évaluer un peu ses compétences de manière générale. Il est en quelle classe? On est en CP là, il n'est pas entré dans la lecture? Je pense. Là, on est fin CP quand même. À bientôt pour les HPI, oui. Ouais. Ulysse CE1. Ouais. D'accord. Ouais.
Il n'y a pas eu de, il y a pas eu Du coup, de s'il est en bilan. Ulysse, il doit y Il y avoir a un diagnostic qui doit être quand même. posé. Bah ouais. Il est TSA, cet enfant? Au revoir à ceux qui doivent s'en aller. Hein. Oui. Oui, c'est ça, c'est-à-dire pas de diagnostic de posé. Bah, pour qu'il y ait une orientation Ulysse, en général, il faut quand même qu'il y ait un diagnostic qui soit posé, puisqu'on est quand même dans le cadre du handicap. Donc, il doit y avoir des bilans. Le psychologue scolaire a dû faire même un WISC. C'est difficile de répondre comme ça sans avoir tous les éléments. Mais c'est vrai qu'avec le secret médical, souvent, des fois, vous n'avez pas accès à tous les éléments et je trouve que c'est difficile, moi, de travailler comme ça. C'est bizarre quand même, de bonnes capacités de raisonnement, mais pas de lecture ni de numération, quoi. Mais alors, dans quel domaine vous trouvez qu'il a des bonnes capacités de raisonnement? Si vous pouvez ouvrir le micro si vous voulez. Ça y est, une énigme à résoudre. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, donc c'est tout ce qui est jeu, je ne sais pas moi, des jeux que d'autres élèves, même plus âgés, ne vont pas réussir à faire. Par exemple, le jeu du qui est, parce qu'il faut donc enlever en fonction d'un élément qu'on donne. Voilà, déduction, cherchez le mot, merci. Tout ce genre de choses, ils se débrouillent très bien. Les jeux Smart Game, tous ces trucs-là Comment? Tous ces jeux Smart Game, c'est jeux tout de ça? logique. Oui, alors Smart Game, j'ai pas trop fait, mais des petits jeux de logique, oui, Sudoku, des petites choses comme ça. Alors quand même, ça reste à un petit niveau quand même. Hein. Mais par contre, à côté de ça, il compte pas plus loin que 5. Il entre pas dans la lecture, pardon. Donc là, j'ai essayé de changer un peu de méthode parce que j'étais partie sur de la syllabique. J'ai l'impression qu'en global, ça fonctionne mieux. Donc je pars un peu sur la globale, je mélange un peu des deux. Alors je me pose la question, est-ce que c'est un TSA? Est-ce que c'est multi-10? Je n'arrive pas à savoir. Donc moi, je suis son enseignante Ulysse. Il y a effectivement eu quand même un test de fait par la psychologue scolaire pour qu'il soit orienté en Ulysse, mais il était petit et à part dire que le QI est hétérogène, voilà, il n'y a pas eu de possibilité de cerner plus le trouble. Et moi, je me demande si ce petit a sa place en Ulysse, s'il ne serait pas mieux en IME. Enfin, c'est très compliqué. Je me questionne beaucoup par rapport à cet enfant qui est en CE1, sachant qu'il a une année de retard. Donc, il a même l'âge d'être en CE2. Il a un niveau de moyenne section. Après, s'il réussit au qui est, je sais, enfin, en IME, ça me paraît, ça me paraît être un niveau assez bon. Enfin voilà, comme vous le dites vous-même, des bonnes capacités de raisonnement. Donc après, du coup, ça fait plus quand même quelque chose d'hétérogène, donc plus trouble 10, multi 10. Mais du coup, il faudrait quand même faire des bilans orthophoniques, psychomodes et tout ça, quoi. Oui, d'accord. Bah, Je pense qu'il faut pousser la recherche pour avoir un vrai diagnostic et surtout, du coup, une prise en charge. Parce que s'il y a juste la psychologue scolaire qui a fait un bilan et qu'il n'y a que vous qui travaillez avec cet élève, sans support derrière de rééducation, ça me paraît compliqué. Oui, tout à fait. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de regard croisé d'autres professionnels pour aider cet enfant, mais je me bats un petit peu, entre guillemets, pour que la famille mette en place des choses. Je le dis depuis le début de l'année, mais voilà, quand les parents ne suivent pas, c'est un peu compliqué parce qu'on est un peu limité quand même au bon vouloir des parents. Bah ouais, oui, ça c'est sûr. Merci en tout cas. Mais bon, là-dessus, nous, on ne peut pas vous aider. Oui, je vous remercie. Alors, je me permets de revenir sur les comportements des élèves qui, malgré des renforçateurs mis en place, restent violents avec les autres élèves. Quelle place doit-on donner à la sanction? Oui, la sanction, c'est compliqué. Après, forcément, vous ne pouvez pas le laisser être violent. Voilà. Après, je pense que, moi, je vous conseillerais vraiment de vous mettre en lien avec les thérapeutes s'il y en a, parce que c'est quelque chose qui doit être vraiment commun, ou au moins avec les parents, pour que tout le monde agisse de la même manière. Parce que si c'est sanctionné d'une manière d'un côté, mais pas de l'autre, ou pas du tout sanctionné de l'autre, il faut que les règles soient les mêmes partout, qu'elles soient rabâchées tout le temps, donner des repères visuels. Voilà, des règles simples
Maintenant, faut voir aussi pourquoi il y a ces violences-là, d'où elles viennent. C'est ce qu'on disait en cas de crise, mais du coup là c'est pas une crise, mais c'est un comportement problème et essayer de trouver d'où vient ce comportement problème et de le solutionner. Après, j'entends le côté de la sanction, mais en fait ça va dépendre des compétences de votre élève et de ses capacités, parce que certains n'ont pas la capacité à comprendre la sanction, c'est-à-dire qu'on va les sanctionner, mais en fait ils savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne font pas le lien entre j'ai tapé et j'ai une punition. Donc à ce moment-là, la punition ne sert à rien, comme ils ne font pas le lien. Donc là, c'est à vous d'être juge en fait des capacités de compréhension de votre élève. Ça peut être se mettre à l'écart un petit peu, être écarté ou être. Parce que Ouais. comme tu le disais, ça me rappelle l'histoire que tu racontais, Émilie, qu'on a mise dans le livre là, mais avec cet élève qui attirait l'attention, qui se mettait en danger sur la table là. Si tu veux la Oui, c'est raconter. ça. C'est un élève qui montait sur les tables pour qu'on s'occupe de lui en fait. Mais au début, voilà, juste au sein de l'équipe, on observait que voilà, que souvent il montait sur la table, quoi. Il se Et mettait en ça faisait courir tout le danger, et monde, donc voilà. du coup tout le monde courait et disait non, non, tu descends, tu descends. Et en fait, lui, il était content de voir. Il y avait plusieurs choses, mais il regardait notre visage changer, nos intonations changer, et ça l'amusait en fait. Il rigolait. Dès que c'est un enfant, dès qu'on le grondait, il rigolait, parce que pas il se moquait de nous, hein, mais vraiment il trouvait ça rigolo de voir notre visage changer, nos intonations, tout ça. Et donc il y avait ça, et puis du coup on a remarqué que finalement ce qu'il voulait, c'était qu'on s'occupe de lui, parce que c'était pendant un temps calme, un temps un peu libre, et ça c'était compliqué en fait pour lui. Et donc on a mis en place 2 choses après que tout le monde se soit concerté. La première chose, c'était d'arrêter de surréagir et d'adopter un ton neutre, et de lui dire calmement, tu descends de la table. Ça, c'était la première chose. Pour lui, ça a bien fonctionné. Et deuxièmement, on a réorganisé ce temps-là pour lui, pour qu'il ait des activités qui soient définies à l'avance. Comme c'était un temps calme, voilà, de repos, un peu libre, on lui proposait des activités qui n'étaient pas du travail, mais des choses qu'il aimait. Mais il savait qu'il devait faire qu'il allait faire tel jeu, puis tel jeu, puis tel jeu. Et puis un temps avec l'adulte un peu privilégié, parce que c'était ce qu'il demandait en fait, c'était d'avoir une attention de l'adulte. Mais en fait, il utilisait là un peu ce comportement pour faire agir avec les adultes comme des marionnettes en fait. C'est-à-dire, ils montent sur le truc, d'un seul coup, ils courent tous partout et c'était rigolo. Et comme il n'avait pas la bonne interprétation des habiletés sociales en fait, hein, donc il ne comprenait pas que c'est ça. C'était pas adapté ou que c'était pas une façon d'interagir de façon agréable avec les adultes autour. Voilà, je crois qu'on va conclure ce temps de questions-réponses. Donc oui, on se retrouve début juillet. Oui. Morgane, tu as peut-être la date, parce que là, je ne l'ai pas. Pour parler des hauts potentiels intellectuels. J'ai lu la dernière question. Là. J'ai un élève de CP diagnostiqué avec un trouble des fonctions exécutives, suspicion de TSA, qui est parfaitement entré dans la lecture, mais pas dans la numération. Niveau grande section. Comment l'aider? Un bilan orthophonique est en cours. Il est en CP là? Oui, CP. Ouais. En manipulant, je pense. Enfin, ouais. En CP, on manipule beaucoup, hein, mais moi, je dirais en manipulant et puis en proposant des activités très, très claires, souvent les mêmes, en modifiant simplement les items, et puis voir si ça accroche un peu. Et vous en saurez plus sûrement après le bilan orthophonique. Ouais. Oui, je pense que vous allez recevoir un mail pour le webinaire sur le HPI. Même en manipulant, ça marche pas. Ouais. C'est difficile de vous répondre comme ça, parce qu'en fait, nous, on a besoin de voir l'enfant et de jouer avec eux, qui marche pas. De regarder le podcast. Ok, mais écoutez. Merci à vous. Merci. Merci. À bientôt donc. À bientôt. Merci pour votre
fidélité. Là, on est ravis de voir que ce sujet vous intéresse. C'est vrai que vous êtes de plus en plus confrontés à l'accueil d'enfants atypiques dans les classes. Hein. C'est donc forcément un sujet qui vous intéresse. À bientôt donc. Bientôt.